Ramdam Sport, Benoît Choquet. Encore une semaine autant surprise en NFL pour la Week 2. Pour en parler avec nous, Georges Juppé, journaliste sportif au sein du groupe Sud Presse et passionné de foot US. Bonjour Georges. Bonjour Benoît. Pas trop fatigué après cette nuit passionnante de derby foot US ? Non, couché tard, levé tard. Et oui, le lot est le même pour tous les amateurs de foot américain. Alors à l'analyse aujourd'hui, on aura Giants Buccaneers, Niners Lions, Eagles Ravens et Steelers Jets. Puis en seconde partie, nous verrons le top 3 équipes et individuels de Georges et le mien. Et enfin, on clôturera avec le flop 3 de la semaine et le flag qui sera notre petit coup de gueule envers la NFL. Alors le premier match analysé aujourd'hui c'était Giants Buccaneers. Les Giants, après leur défaite inaugurale contre Dallas, étaient un peu dans l'obligation de se reprendre à domicile. Et c'est chose faite, même si ce fut un peu dans la douleur, parce que la première mi-temps d'Eli Manning était quand même assez douloureuse, avec 3 interceptions qui ont conduit à 3 touchdowns pour les Buccaneers. Mais il a fait une deuxième mi-temps tout simplement exceptionnelle, avec à la clé un record de carrière de 510 yards à la passe et 3 drives exceptionnels dans le quatrième quart-temps qui ont mené à 3 touchdowns face à des Buccaneers méritants. Les Buccaneers avaient fait une première victoire en première semaine et se sont battus jusqu'à la dernière minute pour essayer de battre les Giants, mais Eli Manning était tout simplement imprenable en deuxième mi-temps. Un petit commentaire Georges par rapport à ce match ? Je vais faire dans l'humour. C'était effectivement Eli Manning, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Ils ont une première mi-temps complètement foireuse, une deuxième de rêve. Tout ce qui ne marchait pas marche. Des scores absolument fous pour le passeur Eli Manning, pour les deux receveurs. Hakeem Nicks et Victor Cruz qui flirtent avec les 200 yards en réception en fin de match. La seule chose que j'ai à dire, j'aimerais savoir s'il y a vraiment que du Gatorade à la mi-temps dans le vestiaire des Giants. Et la deuxième chose, c'est de se dire que s'ils sont obligés d'avoir Eli qui fait 500 yards à chaque match et de placer 40 points pour gagner un match, les Giants, le titre, ils peuvent l'oublier. La logique veut que ils doivent se faire manger par les Packers, par les Buccaneers, normalement dans un match comme celui-là. Maintenant, à joueur d'exception, match d'exception. Je suis passé sur le site de la NFL tout à l'heure et vous savez qu'il y a un rating, donc on doit juger si ce match est comme un baromètre. Inoubliable, on l'oubliera dès demain, déjà oublié, et celui-là était inoubliable à 95%, donc les fans ont apprécié. Moi je dis c'est tout ce qui compte quand on aime ce sport. Oui, ça c'est certain. Alors de ton côté, t'as regardé tard cette nuit le duel entre San Francisco 49ers et les Detroit Lions. Quelle analyse peux-tu nous livrer ? Alors match très intéressant Benoît, et parce que tout simplement on avait quand même les Niners qui sont donnés parmi les favoris de la saison en NFL, et les Lions qui sont quand même sur la montante, une équipe solide, capable de rivaliser avec n'importe qui, en tout cas sur le plan du jeu de course ou sur le plan de la défense, et d'avoir aussi ce qui s'appelle quand même un quarterback qui de saison en saison maintenant grimpe en qualité, c'est-à-dire Stafford. Le match se joue sur un touchdown de différence, score final 27-19 pour les Californiens. Alors quand on a une aussi courte différence, il faut bien se dire que c'est pas les Lions qui ont mal joué. Ils ont tout simplement, comme toutes les équipes qui affrontent les Niners maintenant depuis, on peut déjà dire, la fin de saison dernière, la fin de saison régulière et même en play-off, ils déjouent parce que l'adversaire a tout simplement une défense à démonter n'importe quelle attaque. Et en plus maintenant ils sont forts dans les airs et dans le jeu de course, puisque même Smith se met à superbement jouer, 2 touchdowns à la passe livrés pour Vernon Davis. La différence, elle est tout simplement là. Les Niners, c'est une équipe archi complète partout, special team, tout ce qu'on veut, tout y est. Okay. Et les Lions, il y a encore quelques manquements, et donc la différence, elle s'est juste faite là. Maintenant, c'est clair que il faut aussi le dire, 9e victoire d'affilée si on met bien les saisons régulières côte à côte sans compter les playoffs, pour 9e victoire consécutive pour les 49ers. Ça veut dire que
c'est l'équipe qui est bien partie, 2-0. Bon, ils sont sans doute maintenant pointés comme le favori numéro 1 déjà par les spécialistes. Or, c'est très tôt, hein, il reste quand même beaucoup de matchs à livrer. Et on sait que la vérité d'un week 2 ou d'un week 1 n'est jamais celle des playoffs. Oui, il suffit de voir l'année passée avec les Packers, 15-1 en fin de saison. Oui, ou pour le passé avec les Colts, ou avec les Pats, ou avec les Saints, bon, eux qui vont très mal, ceci dit. Voilà, en NFL, contrairement, pour ceux qui nous écoutent au football, au soccer, c'est vraiment, tout va se jouer, il faut être fort, on va dire, dans le money time, comme souvent dans les sports américains, c'est-à-dire être prêt quand l'hiver va être à la porte de chaque vestiaire, et c'est là que les bonnes équipes vraiment émergent et sortent. La saison régulière ne sert à rien, on va peut-être nous demander, Benoît, mais non, elle sert vraiment à se qualifier, à peaufiner, et on en parlera encore. Il n'y aura pas que les 49ers dans ce championnat, évidemment. Oui, non, la saison est encore longue, on l'a vu par le passé, il suffit d'une simple blessure pour que le championnat soit mis à terre après quelques semaines. Hein. Si le quarterback star se pète, la saison est terminée. Alors, par la suite, on reviendra sur Eagles Ravens et New York Jets, Pittsburgh Steelers, mais en attendant, une petite pause. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour avec Georges Juppé pour cette deuxième partie de United Sports of America. Alors, on continue l'analyse des matchs avec le match Eagles-Ravens qui est un derby pour les USA. Baltimore et Philly sont séparés de 200 km grand maximum. Et là, Georges, une petite erreur de pronostic vu que Philly a battu Baltimore. D'un point, tout à fait. Michael Vick nous a relivré sa performance de la semaine dernière contre les Browns en alignant un dernier drive exceptionnel pour offrir la victoire. Et pour faire oublier ses nombreuses interceptions, Benoît. Oui, tout à fait. Il est déjà à 6 interceptions depuis le début de la saison, mais pourtant, ça fait quand même 2 matchs d'affilée où il fait plus de 300 yards à la passe et 30 yards sans course, donc un Vic à 2 vitesses. Et à 2 victoires. Et à 2 victoires, tout à fait. Donc des Eagles qui passent difficilement, mais qui passent. Oui, c'est bien résumé, c'est tout à fait ça. C'est pour le moment Eagles égale Vic. Oui, tout à fait. Ouais, un petit peu McCoy. Oui, il fait le boulot. Voilà, qui fait le boulot. Voilà, l'équipe fait le boulot, mais bon, on sent que Vic court, passe. Bientôt, il va passer et réceptionner lui-même. Je ne peux pas croire sur le long terme que ça puisse fonctionner si on ne forme pas autour de ce genre de joueurs, c'est-à-dire une vraie panoplie tactique. On ne peut pas gagner tous les matchs par un seul point. À un moment, évidemment, ça craque. Ou alors, attention, ce qui peut se passer, c'est que tout le monde hausse son niveau de jeu, même des grands inconnus pour le moment, et se met au diapason. Mais on ne crée pas non plus du jour au lendemain en NFL tout d'un coup des super receveurs ou des super oui, ou alors ils sont éphémères dans ce cas-là. Coureurs, ou alors ils sont très éphémères. Tout à fait. Donc score final 24-23 pour les Philadelphia Eagles et un Vic à suivre. Enfin, terminons cette analyse du week-end des matchs avec les Jets qui se déplaçaient aux Steelers. Et là aussi, dans les pronostics, on avait vu les Jets vainqueurs et pourtant ce ne fut pas le cas. Le match est pourtant bien commencé, hein, Georges, vu que pour les Jets. Pour les Jets, oui, tout à fait. Le match a bien commencé pour les Jets. Un premier drive avec un touchdown à la clé, ce qui n'était plus arrivé depuis 2010, je pense, au Pittsburgh Steelers. Et puis après, terminé au niveau offensif, c'était fini. Hein. Oui, moi, je dois dire, évidemment, quand on retrouve au fur et à mesure du match ce qui fait la force des Steelers, c'est-à-dire gestion du temps, toute cette expérience, ce football hyper classique, comment enchaîner les drives, qu'ils soient courts, longs, moyens, comme dans le jeu. Et que Roethlisberger monte en puissance aussi, donc ça veut dire que toute l'équipe avec lui. Et là, on assiste à certains réveils de joueurs qu'on n'avait plus vus depuis longtemps. J'ai noté quand même que Miller a déjà deux touchdowns en réception en 2 matchs, c'est autant que sur toute la saison dernière. Tout à fait. Wallace lui a capté son 26e en carrière, superbe, c'est le tournant du match. Je crois que la passe l'a fait à peu près une passe de 60 yards. Ouais. Bon, voilà. Moi, là, ma grosse déception, pour faire court, c'est d'avoir des Jets sans réaction. On peut sans doute se dire, oui, on a affaire à quand même une grosse cylindrée, obligé de gagner parce que battu dans le premier match,
Contre en les week Broncos, one. ouais. Voilà. En plus en déplacement, donc ok. Tout ça est bon, je veux bien, mais quand on a l'esprit, pour ceux qui connaissent bien le football américain, on joue chaque match pour le gagner, que ce soit à la maison ou en déplacement. Généralement, c'est zéro complexe. Quand on a des qualités comme les joueurs des Jets, c'est de ne pas avoir une seule phase valable dans ce 3e et 4e quart-temps, là où plein d'autres équipes ce week-end ont renversé la vapeur. Parce que c'est là aussi que ça se joue. À un moment, il faut créer le momentum. Il est jamais venu. Donc on a Sanchez qui est resté bloqué à 138 yards de passe, Sean Green qui est resté bloqué à 23 yards de course et qui est plutôt défenseur hier, quasiment que running back, ouais. Et Holmes 9 yards de réception. Je pense que tout est dit pour du côté des Jets. Voilà. Ouais, non, mais bon, ça c'est clair. Les Jets au total c'est 219 yards gagnés au niveau offensif, ce qui est on ne bat aucune équipe avec ça. Et bon, en l'air de faveur, quelques blessés pour le moment. Green et Sanchez se sont fait secouer méchamment. D'ailleurs, on en parlera dans le flag. On en parlera. Et ben voilà, donc des Jets même maintenant qui sont pas mis devant le pied du mur, mais Sanchez, lui, il l'est parce qu'une défaite lui serait fatale avec Thibaut derrière lui, je pense. Oui, et pour vraiment finir avec ce match, moi j'ai rien compris à la tactique utilisée à un moment avec Tim Thibaut qui fait une apparition sur un drive. Ça fonctionne sur 2 superbes first drive de 13 et 14 yards d'un coup. On sent, et parce que ça bloque sur le 3e, plus rien, on revient à Sanchez qui se fait évidemment lui secouer. Donc voilà, enfin, ça résume, tout ça rejoint ce qui s'est passé, ou ce qui ne s'est pas passé dans ce match finalement pour les Jets. C'est-à-dire un quart-temps, c'est insuffisant pour revendiquer quoi que ce soit. Ouais, non, surtout aux Steelers. On se retrouve dans quelques instants avec le top 3 des équipes et le top 3 individuel. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour à United Sports of America avec Georges Juppé. Alors Georges, on va Rebonsoir Georges. On va se livrer à une petite analyse et livrer notre top 3 par équipe et notre top 3 par joueur. Alors Georges, je t'en prie, tu es l'invité, ouvre le bal avec ton top 3 par équipe. Alors le top 3 équipe pour la semaine 2 en NFL, bon... Moi, je pointerais évidemment les Niners. On en a parlé tantôt. Mais alors, pour ceux à qui ça aurait échappé, pourquoi les mettre dans le top? C'est tout simplement la meilleure équipe de la ligue actuellement. C'est la franchise qui va de l'avant, archi complète, agréable à regarder. C'est-à-dire une vraie défense, une vraie attaque, du vrai football américain. Moi, je pointerais aussi les Seahawks. On est bien d'accord que c'est le top 3 sur la deuxième semaine. Les Seahawks qui sont toujours, pour qui j'ai toujours eu une petite sympathie, tout à fait personnelle. Mais tu ne les voyais pas au Super Bowl l'année passée d'ailleurs? Je les avais mis dans ce qu'on appelle évidemment les outsiders dès le début de saison. Je les remets cette année. C'est-à-dire que ils peuvent se frayer un chemin, ils sont toujours capables de très belles choses. Et il leur manque évidemment cette régularité. Manque évidemment aussi un peu de talent dans certains secteurs, mais quand cette équipe est au top, on l'a vu ici contre les Cowboys, elle peut aussi battre n'importe qui. Le malheur, c'est qu'elle peut aussi être battue par n'importe qui. Et je pointerai sur le podium du week-end les Chargers, parce que San Diego Chargers, c'est une équipe qui a complètement, depuis son titre, complètement été bouleversée, chamboulée, tout ce qu'on veut. Si ce n'est qu'on retrouve toujours le magnifique Rivers comme quarterback. C'est quand même une très grande école. On l'a déjà dit à propos des Pittsburgh Steelers, mais San Diego Chargers, c'est aussi une très belle école de football américain classique, c'est-à-dire qu'ils reviennent quand même avec des joueurs formés, avec de l'excellent scouting et un véritable esprit d'équipe. Et ils en sont, malgré tous les bouleversements, déjà à 2 victoires en 2 matchs. Voilà. Alors mon top 3 varie un petit peu. En première position, on est bien d'accord, c'est les Niners, je pense qu'ils sont indétrônables pour le moment en NFL. En deuxième position, et on en avait parlé la semaine passée, c'est les Packers. Ils se devaient de gagner contre les Bears cette semaine. Excellent choix, Benoît, ils ont été fabuleux. Après leur défaite inaugurale, merci. Et renaissance défensive pour les Packers, c'est dans le jeu à la course qui avait été quand même exécrable en première semaine.
Et enfin, en troisième choix, mais j'ai pointé les Bills, parce que les Bills ont pris une calotte. Excellent choix aussi. Ils ont pris une calotte, merci. Ils ont pris une calotte en première semaine. Et hier, au niveau offensif, ils nous ont fait la totale. 2 touchdowns à la course, 2 touchdowns à la passe, et 1 sur punt return avec 100% de conclusion en red zone. Alors pour les non-initiés, la red zone c'est quoi ? C'est quand l'équipe offensive est à 20 yards de la zone d'en-but. Voilà, 20 yards du paradis, et il y en a beaucoup qui restent bloqués dans cette red zone, et la différence se fait souvent là, effectivement. Et hier, c'est 100% pour les Bills. Ceci dit, ils étaient déjà très bons offensivement la semaine précédente. Oui, tout à fait. Et ici, ils prennent beaucoup de points, il faudrait défendre un peu mieux. Mais ici, la défense a marqué le coup quand même. J'ai noté au niveau statistique 5 sacs, 2 force fumbles et 1 interception. Bon, ce sont des stats quand même honorables et ils se sont bien repris cette semaine. Alors, on passe au top 3 individuel. Georges, je t'en prie. Alors, top 3 NFL pour les joueurs cette semaine. Alors, les meilleurs de la meilleure ligue, évidemment. Oui, difficile de comparer avec le reste du monde. Je vais quand même mettre Eli Manning. Moi, j'ai hésité. Mais je vais le mettre parce que, évidemment, les chiffres sont ahurissants. 510 yards, the pass, 3 touchdowns, le fait qu'il se réveille, qu'il porte l'équipe tout seul. Enfin, voilà. Eli, c'est le vainqueur du Super Bowl. Ouais, on en parlait en plus en première partie. Voilà. C'est lui qui, quand ça marche, c'est parti. Il fait quand même. C'est une famille de dingue. Parce que je crois que même le troisième frangin est aussi un doué en sport. Je sais bien que les deux, aussi bien Eli Manning que Peyton Manning, pouvaient choisir n'importe quel sport en fait dans leur université. Ils ont finalement choisi le football américain pour notre plus grand plaisir. Bon, Eli Manning, donc Dr Jekyll et Mr Hyde de cette semaine-ci, mais écoute, top 1. Moi je l'ai mis en numéro 2. Ah bon, on y reviendra. J'ai envie de mettre un défenseur en avant, parce que d'abord c'est un des meilleurs de la ligue depuis plusieurs années, et en plus ça rejoint ce que vous veniez de dire sur les Packers de Green Bay. Clay Matthews, ses longs cheveux blonds qui passent le long de son casque, c'est le premier qu'il traite de gonzesse, il est mal tombé. Attention aux statistiques défensives ici, sur ce seul match, 3 sacs et demi, ça existe. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ça veut dire qu'il a partagé un sac avec un autre défenseur. Sur ces 3 sacs et demi, son équipe gagne au total 29 yards. Ça veut dire qu'il a fait reculer l'équipe adverse. Il a fait reculer à lui seul l'équipe adverse d'à peu près une trentaine de yards sur le match. Ça veut dire qu'il a malmené Cutler comme un beau diable. 4 quarterback hits. Et on compte 7 sacs en plus pour toute sa saison, donc ça fait déjà 2 fois la même performance. Alors, un sac, pour nos amis auditeurs, un sac c'est quand le quarterback se fait mettre à terre par la défense adverse. C'est ça, c'est quand un défenseur arrive comme un camion pour le coucher. Logiquement, il n'est pas obligé de le blesser. Clay Matthews, au moins, puisqu'on en reparlera un peu plus tard, lui ne blesse personne, mais il rentre dedans, il couche, il dévie, il a défendu comme un beau diable. Enfin, pour moi, c'est... Il rentre dedans proprement. Oui, proprement. Voilà, comme un vrai défenseur de NFL doit le faire. Et ton troisième choix ? Mon troisième choix, pour finir le podium, j'avais envie d'un petit clin d'œil sympa. Allez, Reggie Bush. Grosse perf de 172 yards de course avec donc les Miami Dolphins. Pour cela, il a quand même fait 26 courses. Ça veut dire qu'on lui a donné 26 fois le ballon en disant maintenant, gars, tu te crées un chemin dans la défense adverse. Être 26 fois à l'épreuve comme ça et de le faire aussi bien. En plus, Reggie, après avoir touché pas le fond, mais pas loin. Bon, être passé dans l'ombre. Moi, je l'attribuerais plutôt à sa relation avec Kim Kardashian. Il a bien fait de la larguer et de se remettre au football américain. Il affiche des stats superbes aux Miami Dolphins. Oui, tout à fait. En plus, ça fait le bonheur de Kenny West, je pense. Alors, on passe au top 3 individuel. À mon top 3 individuel, moi, j'ai pointé Cam Newton en premier. Prestation ahurissante. 253 yards à la passe pour un touchdown. 71 yards à la course et un touchdown à la clé. C'est lui qui gagne contre les Saints, même si la défense des Saints était un peu poreuse. Il a réalisé un match exceptionnel. Alors le top 2, le numéro 2, j'ai pointé Eli Manning. Et enfin en 3, moi j'ai pas pointé un seul joueur, mais les rookies quarterbacks. Alors un rookie
C'est un joueur qui vient d'être drafté et qui signe son premier contrat chez les pros. Un débutant. Un débutant. Et 3 victoires sur les 5 rookies quarterbacks titulaires. 3 victoires pour Luck et les Colts, Wilson et les Seahawks, et Tannehill et les Dolphins. Et à côté de ça, même si R.J. Duford et Whedon ont été battus avec leur équipe respective, ils ont signé des solides performances. Oui. Donc voilà, donc je tenais à les pointer dans mon top 3. Alors on se retrouve à nouveau dans quelques instants pour la dernière partie de United Sport of America avec le flop 3 et le flag. À tout de suite Georges. À tout de suite. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour à United Sports of America avec la deuxième semaine NFL pour le flop 3 et le flag de la semaine. On est toujours avec Georges Juppé pour cette dernière partie. Alors Georges, on va se livrer maintenant au jeu de la critique avec le flop 3. En numéro 1, tu as mis les Cowboys de Dallas. Alors les Cowboys de Dallas, équipe qui claque son pognon chaque année, qui se refait un stade comme sans doute seul à bout de... on peut construire avec l'argent venu des Émirats, si ce n'est que c'est leur et c'est l'argent des pétroliers américains et des Texans évidemment. Voilà, stade semi-ouvert. Il faut savoir qu'on y trouve. Je vais pas la faire longue, hein, mais quand on est au stade là-bas, on voit mieux le match sur les écrans géants qui font à peu près la taille de 2 terrains de tennis. C'est le plus grand du monde, je pense. Oui, et enfin voilà. Bon, alors c'est aussi un quarterback sur lequel moi j'aime bien taper, sur son petit casque, ce cher Romo. Et en plus, ce qui me fait plaisir, c'est que ça s'est passé aux Seahawks, à Seattle, où Romo, à chaque fois, à mon avis, quand il se rend à Seattle, se dit qu'est-ce que je vais encore prendre, effectivement, sur la casquette. Vous savez que dans le civil, il est looké avec souvent le port d'un béret, un look assez Frenchy. Tu me l'apprends. Mais monsieur est assez people, et ce qui serait bien, c'est que monsieur soit un peu plus quarterback le week-end que people. Il a encore vécu une soirée cauchemardesque à Seattle, comme l'année passée, et comme il y a 3 ans. Voilà, 20 points d'écart, pour moi, là, c'est vrai flop de la Sans semaine. aucun doute. Je me place les Jets parce que ils nous ont fait le match à l'envers par rapport à la Week 1. C'est-à-dire qu'ici, on n'a rien vu. On l'a expliqué tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà, manque de réponse en fin de match, manque de tout. J'ai rien compris l'utilisation de Thibaut. J'ai rien compris à rien dans le jeu des Jets. Donc c'est mon flop 2. Et mon flop 3, ce sera les Patriots, équipe chère à mon cœur, chère au cœur de beaucoup de fans de football américain. J'estime quand même que quand on a la qualité, l'étiquette, l'expérience du duo Belichick-Brady, même en ratant un field goal, une tentative de field goal, c'est-à-dire 2 coups de pied entre les deux poteaux à la dernière seconde, à une distance de 42 yards. Sur un cadeau en plus, parce que ça vient d'un fumble inespéré. Mais c'est ce qu'on appelle une balle de match. C'est-à-dire que, voilà, pour ceux qui s'y connaissent mieux en soccer, en football, c'est le penalty. C'est le penalty à la dernière seconde. Et évidemment, ils ne sont battus, entre guillemets, que pour ça, mais ils ne peuvent pas perdre à domicile. Contre les Cardinals. Contre l'Arizona Cardinals. Donc, flop 3 pour eux. Et ton troisième choix? C'était les Patriots. C'était les Patriots. Alors, j'ai un flop 3 complètement différent. Moi, ça tombe bien. Oui, tout à fait. Tous les avis sont dans la nature. J'ai pointé les Raiders en premier flop 3 parce que comment n'arrive-t-on à scorer qu'un seul touchdown quand ton quarterback balance 373 yards? Qui plus est, face à une équipe des Dolphins qui est tout sauf dans même des challengers potentiels Tennessee, et aussi comment se faire enfiler 452 yards par une attaque de seconde zone. Les Dolphins, c'est quand même pas des grandes stars, et donc moi j'ai pointé les Raiders parce que ça me dépasse. En deuxième flop, j'ai mis Chris Johnson. Alors Chris Johnson, il a fait un hold-out. Donc un hold-out, c'est une grève quand on n'est pas content de son contrat. Il a fait son hold-out, ce qui lui a permis de devenir le running back le mieux payé. Et depuis, il a fait sa plus mauvaise saison l'an passé. Et ici, il a couru 11 malheureux yards ce dimanche à la course contre les Titans joueurs. Rappelle-moi, Georges. Tennessee joueurs. Qui se sont fait ramasser par les Chargers. Par les Chargers, exactement, qui étaient dans ton top 3. Et le dernier, moi j'ai pointé Cutler en flop 3 parce que son leadership catastrophique.
Quand on balance 4 interceptions pendant son match, je pense qu'on s'en prend pas aux autres. En plus, il y avait son dernier match en playoff où il était sorti blessé sans se battre plus que ça, qui avait fait un peu polémique à l'époque. Sa suffisance, parce qu'il avait mis en garde les Packers, les defensive backs, donc la garde arrière des Packers. Il les avait mis en garde pour se battre contre les receveurs et son côté mauvais perdant, tout simplement. Ouais, c'est un bon choix, Benoît. Moi, Cutler, il m'énerve personnellement. Il joue bien à domicile, face à son public. Et en déplacement, et comme tu l'as si bien dit, il faut bien se dire qu'un joueur qui effectivement laisse un peu comme ça l'impression, ou donne l'impression de tomber les bras, on n'est pas habitué dans les sports américains. Hein. Non, même au baseball, où il y en a qu'un qui joue pendant qu'il y en a 12 qui regardent, ça n'arrive pas. Non, au moins les 12 autres encouragent celui qui est à la batte. En plus, pour les non-initiés, le quarterback, c'est le capitaine, c'est le numéro 10, c'est le capitaine du bateau, c'est celui qui est censé rassembler tous les joueurs. Et ici, plutôt que se remettre en question, il a préféré s'en prendre un de ses joueurs. C'est vrai qu'il était saqué cette fois, mais ça n'empêche que d'abord se regarder dans le miroir avant de critiquer les autres. Tout à fait. Alors, on va terminer par le flag. Alors, le flag, c'est quoi d'un point de vue technique, Georges, le flag? Alors, le flag, c'est une serviette jaune que possède chaque arbitre, bien replié comme ça sur son joli pantalon blanc, et que l'arbitre lance dès pantalon noir, Georges, excuse-moi. Pantalon noir. Rayé blanc, t-shirt rayé blanc et noir, et voilà. Pantalon noir. Alors voilà, et que l'arbitre jette dès qu'il y a une irrégularité dans le jeu. Le jeu se poursuit jusqu'à son terme, et directement les arbitres vont se réunir et vont expliquer pourquoi il y a pénalité, s'il y a lieu d'en donner une et si elle est confirmée. Alors le flag, évidemment, c'est la traduction de drapeau. C'est un peu la carte jaune que nous allons adresser chaque semaine à quelqu'un, ou une équipe, ou peut-être à la ligue elle-même. Tout à fait. Bien. Alors, je vais commencer, je vais ouvrir le bal avec mon petit coup de gueule de la semaine. Et moi, ça s'adresse à la NFL et à la Ligue des arbitres. Carrément. Qui sont toujours en litige, et il n'y a rien à faire. Hein, mais ce week-end, on a eu des décisions litigieuses dans tous les matchs. Tous. Déjà en week 1, il y avait eu une scène un peu comique sur l'histoire du time-out qui était plus attribué, etc. pour je ne sais plus quel match. Et ici, il y a encore eu j'ai regardé Giants Buccaneers dont on faisait l'analyse en première partie. Il y a eu des décisions complètement aberrantes, donc il est grand temps que les arbitres professionnels reprennent le collier. Bien expliqué que c'est la première fois depuis 2002, je pense, qu'on utilise ce qu'on appelle le remplacement d'arbitre en traduction littérale. Et que donc ce sont des semi-professionnels ou des gens qui ont vite suivi une formation et qui officient pour le moment. C'est comme ça qu'on a retrouvé une dame pour la première fois officiant en NFL en première semaine, et que ceux-ci, c'est pas leur métier premier. Ce sont vraiment les arbitres de remplacement. Ouais. Voilà. Alors que les arbitres titulaires sont eux des professionnels qui ne font que ça dans la vie. Et toi, Georges, ton petit coup de gueule de la semaine? Alors moi, le flag, je le lance vraiment à terre vivement, comme le font si bien certains arbitres. Je le défais, je le lance, et j'en veux vraiment à tous ces défenseurs. Allez, je vais faire une traduction encore littérale, qui font ce qu'on appelle des casques attaques, c'est-à-dire des helmet shock pour les anglophiles. C'est-à-dire que ces gars arrivent lancés entre 30 et 35 km/h. Font 100-150 kilos facile. Font entre 125 et 150 kilos et se lancent comme des fous furieux, comme des avions, billes en tête, c'est-à-dire tête en avant. Et le but, c'est d'avoir un choc entre les deux casques. Alors, j'ai vu ça notamment sur le match Steelers contre les Jets, deux fois de la défense des Steelers. Une fois, c'est pas innocent, sur le quarterback Mark Sanchez. Il a la tête bien accrochée et des cérébrales qui tiennent le coup, parce que voilà, il faut bien savoir que le choc se fait donc à hauteur d'homme, à hauteur de tête, et que le joueur là perd tous ses appuis et surtout ne voit pas le choc venir. C'est ça qui est très dangereux, et que pour tout ce qui va être colonne vertébrale et ainsi de suite. Et commotion cérébrale. C'est un danger sans nom. Et on a aussi vu quand Sean Green les embêtait, même choc aussi. Je l'ai vu dans 2 ou 3 autres matchs. Eh bien, moi aussi, j'adresse non seulement un flag, mais un bon coup de casque à tous ces donneurs de casque.
Un grand merci Georges pour tes précieuses analyses. Avec plaisir. On se retrouve j'espère la semaine prochaine et on se retrouve d'abord avant ça jeudi et dimanche pour le programme NFL de la Week 3. À bientôt. Merci Georges. Merci. Ramdam Sport, Benoît Choquet.